Embarquons pour une exploration captivante de la mythologie grecque, en nous concentrant sur Hercule, figure emblématique de l'épopée antique. Ce héros légendaire est célèbre non seulement pour sa force surhumaine, mais également pour ses faiblesses humaines, qui rendent son histoire aussi admirable qu'émouvante. Hercule incarne le combat contre les forces du mal, la quête de la rédemption et le dépassement de soi. L'attrait persistant des mythes d'Hercule, créés il y a des millénaires, réside non seulement dans ses exploits extraordinaires, incluant des affrontements contre des créatures monstrueuses et des épreuves quasi insurmontables, mais aussi dans le fait qu'il reflète la lutte éternelle de l'humanité face au chaos, aux démons intérieurs et à la fatalité. Examinons ces 12 travaux, chacun représentant non seulement un défi physique, mais également une allégorie de vertus humaines telles que la persévérance, la sagesse, l'agilité et, bien évidemment, le courage. Nous explorerons également la vie d'Hercule au-delà de ses travaux. Son asservissement, les tragédies familiales et son ascension vers l'Olympe et l'immortalité. Plus qu'un simple récit mythologique, c'est une opportunité de revisiter une histoire qui nous enseigne que même les héros les plus puissants font face à l'adversité et commettent des erreurs. Nous verrons comment la force est la fragilité, les triomphes est les échecs facanant un individu destin à devenir une légende. Préparons-nous à une immersion fascinante dans l'existence d'Hercule, l'homme devenu Dieu, dont les exploits continueront d'inspirer les générations futures. Commençons par les origines d'Hercule, mi-homme, mi-dieu. Son histoire débute avec Zeus, le souverain de l'Olympe, dont la puissance immense s'accompagnait d'une attirance irrésistible pour les mortels. Son attention se porta sur Alcmène, l'épouse d'Amphitryon, roi de Thèbes et valeureux guerrier, alors absent en campagne militaire. Alcmène, outre sa beauté, possédait une intelligence vive, une vertu exemplaire et descendait de la prestigieuse lignée de Persée, le tueur de Méduse et fondateur d'une dynastie. Persée, figure majeure de la mythologie, dont la famille était auréolée de noblesse, de gloire et de liens divins. Zeus, subjugué par Alcmène, décréta que leur union engendrerait un héros exceptionnel. Cependant, Alcmène, fidèle à son époux, n'aurait jamais consenti à ses avances. Zeus, maître de la ruse, élabora un stratagème. Prenant l'apparence d'Amphitryon, il se présenta à Alcmène. Par sa volonté divine, la nuit s'étendit sur 3 jours et 3 nuits, le temps étant manipulé par le dieu afin que leur union donne naissance à un être extraordinaire. C'est ainsi que débute la saga d'Hercule. Au retour d'Amphitryon, un sentiment d'étrangeté le saisit. Alcmène l'accueillit comme si leurs retrouvailles n'étaient pas les premières. Intrigué, il consulta le devin Tirésia, qui lui révéla la vérité. Zeus était intervenu et avait laissé un héritier. Imaginez son bouleversement. Découvrir que son épouse était devenue un pion du jeu divin. Amphitryon, homme d'honneur, accepta la situation et choisit d'élever l'enfant comme le sien, conscient du destin extraordinaire qui l'attendait. Hercule n'était pas un enfant ordinaire, il était l'héritier de la noble lignée de Persée. Zeus, rempli d'orgueil, avait proclamé que le premier-né de la lignée de Persée ce jour-là deviendrait un puissant souverain. Héra, l'épouse de Zeus, ne pouvait tolérer qu'un enfant né d'une mortelle accède à une telle position. Usant de ses pouvoirs divins, elle intervint, retardant la naissance d'Hercule et accélérant celle d'Eurysthée, un autre descendant de Persée. Par la machination d'Héra, Eurysthée naquit le premier et hérita du trône destiné à Hercule. Ce n'était que le prélude aux manigances d'Héra. À la naissance d'Hercule, elle envoya 2 serpents gigantesques pour le tuer. Cependant, la force prodigieuse du bébé se manifesta, il saisit les serpents et les étrangla. Cet événement fut le premier signe du destin exceptionnel d'Hercule. Hercule grandit sous la tutelle de son père adoptif, qui lui enseigna l'art de la guerre. Bien que privé du trône, un autre chemin vers la gloire lui était réservé, un chemin semé d'épreuves qui immortaliserait son nom. Malgré ses origines divines, son existence fut loin d'être aisée. Dès sa venue au monde, il fut sous le regard des dieux et la jalousie implacable d'Héra. Les plus grands défis l'attendaient encore. Il devrait traverser des épreuves terribles pour prouver sa force, son intelligence et sa résilience. Pour saisir la raison de la punition du héros et de ses célèbres travaux,
examinons l'un des épisodes les plus tragiques de sa vie. La renommée d'Hercule se propageait à travers la Grèce. Il n'était pas seulement puissant, il incarnait l'idéal héroïque, capable de braver tous les dangers. Héra, le persécutant sans relâche, n'avait pas dit son dernier mot. Le destin d'Hercule croisa celui de la belle Mégara, fille du roi Créon de Thèbes. Hercule l'épousa. Après tant d'épreuves, sa vie semblait enfin apaisée. Mais Héra intervint de nouveau, brisant cette sérénité. Cette fois, son intervention serait particulièrement cruelle. Elle plongea Hercule dans la folie. Dans cet état, il perdit toute notion du réel. Aveuglé par la fureur, il commit l'acte qui deviendrait son plus lourd fardeau. Il tua ses propres enfants et, selon certaines versions du mythe, sa femme également. Lorsque sa raison lui revint, il prit conscience de son acte et sombra dans le désespoir. Ce moment fut un tournant crucial. Rongé par la culpabilité, Hercule se rendit à Delphes pour consulter l'oracle d'Apollon. Il cercait la redemption. L'oracle déclara que l'unique moyen d'expier son crime était de se soumettre à Eurysthée, roi de Mycène, et d'exécuter ses ordres. Pourquoi Eurysthée ? C'était une conséquence directe de la manipulation d'Héra. Eurysthée, né avant Hercule grâce à son intervention, était devenu roi, privant Hercule de son droit d'aînesse. Désormais, Hercule, bien que supérieur en tout point, était contraint d'obéir à ses ordres. Une humiliation pour le grand héros. Eurysthée, redoutant la puissance d'Hercule, lui confia les missions les plus périlleuses et impossibles. Ainsi naquit l'histoire des 12 travaux, une épreuve autant physique que morale pour le héros. Ces tâches, conçues comme une punition, transformèrent Hercule en une légende immortelle. Les travaux d'Hercule ne sont pas seulement une série d'aventures extraordinaires, mais un récit de rédemption. Chaque pas qu'il accomplissait le rapprochait du pardon et de la compréhension que même les plus grands héros sont faillibles. Examinons étape par étape, à commencer par le premier travail, comment il surmonta ses défis, démontrant sa force et sa détermination. Après sa rencontre avec Eurysthée, symbole d'un destin hostile, Hercule se dirigea vers le Péloponnèse. C'est là que commença la série d'épreuves qui graveraient son nom dans la légende. Le premier défi testait immédiatement sa force. Il devait tuer le lion de Némée, une bête monstrueuse à la peau impénétrable à toute arme. Némée, petite région du Péloponnèse, était terrorisée par ce lion. Les habitants le disaient né des forces les plus obscures. Selon une version, sa peau invulnérable était un don des dieux. Aucune lance, aucune épée, aucune flèche ne pouvait la percer. Toute tentative pour tuer la bête se soldait par un échec tragique. Le lion ravageait tout sur son passage, dévorant bétail et humains avec une cruauté égale, ne laissant que ruine et terreur. La réputation du lion de Némée s'étendait à travers la Grèce, et nul n'osait l'affronter. Seul Hercule pouvait entreprendre une telle mission. Conscient du danger, il accepta le défi, ne pouvant se soustraire à son destin. Arrivé à Némée, Hercule pistalla la bête. Il découvrit que le lion se terrait dans une grotte à 2 entrées. Si l'on tentait de l'attaquer par une entrée, il s'échappait par l'autre. Observant ses habitudes, Hercule élabora une stratégie. Il comprit qu'il ne pourrait vaincre un tel ennemi sans ruse. Il essaya d'abord ses armes. Hercule banda son arc et décocha plusieurs flèches, qui rebondirent sur la peau du lion. Il décida alors de bloquer une des entrées de la grotte avec un rocher, piégeant ainsi la bête. Le lion n'avait plus d'issue. Lorsqu'il regagna sa tanière, Hercule l'attendait. Il savait qu'aucune arme ne serait efficace et que sa seule chance résidait dans sa force prodigieuse. Sentant le danger, le lion se jeta sur lui. L'affrontement fut titanesque. L'homme et la bête luttèrent à armes égales. Le lion tenta de déchiqueter Hercule avec ses griffes, mais le héros, avec une agilité surprenante, esquiva les attaques. Saisissant l'occasion, il attrapa la bête à la gorge. Ses mains puissantes, telles des tenailles d'acier, serrèrent le cou du lion. Malgré sa puissance, la bête ne put se libérer. Elle s'affaiblit progressivement jusqu'à rendre son dernier souffle. Après sa victoire,
Hercule voulut conserver un trophée. Il tenta de dépouiller le lion, mais une nouvelle difficulté se présenta. Les couteaux et les épées ordinaires ne pouvaient entamer la peau. Hercule utilisa alors les griffes du lion lui-même pour la dépecer. Ce trophée devint non seulement la preuve de sa victoire, mais aussi une protection. La peau était impénétrable. Il la porta comme une armure, et la tête du lion comme un casque. L'image d'Hercule en peau de lion devint légendaire. Cet attribut symbolisait sa force et sa capacité à surmonter les obstacles. Le héros avait transformé une menace en protection, un monstre en symbole de triomphe. La victoire sur le lion de Némée fut un événement majeur. C'était le premier travail d'Hercule, et il montra au monde que ce héros n'était pas seulement fort, mais aussi intelligent, déterminé et prêt à relever tous les défis. Il n'avait pas seulement éliminé un monstre, il avait aussi libéré les habitants de Némée. Cet exploit marqua le début de sa route vers la gloire éternelle. Après sa victoire sur le lion de Némée, Hercule, auréolé de gloire, retourna auprès d'Eurysthée. Mais au lieu de louanges, il reçut un nouveau défi, encore plus périlleux. Cette fois, il était envoyé dans les marais de Lerne, où résidait une créature terrifiante, l'hydre de Lerne, capable d'effrayer les guerriers les plus braves. Ce monstre à tête multiple incarnait le chaos et la destruction, et son venin empoisonnait la terre, l'eau et l'air. L'hydre de Lerne n'était pas un monstre ordinaire. Issue des ténèbres des mythes anciens, elle était la progéniture de Typhon et Échidna, créateurs d'une multitude de monstres. L'hydre vivait dans une grotte au cœur d'une plaine marécageuse. Ses têtes, dont le nombre variait selon les légendes, possédaient un pouvoir terrifiant. Si l'on en tranchait une, 2 nouvelles repoussaient à sa place. L'une des têtes était immortelle, rendant l'hydre pratiquement invincible. Sun sufel etate mortal, eti quelcus guts de sun sang purveillant contaminer la terra a jamais. Hercule comprit que ce combat serait différent de celui du lion. Il sollicita l'aide d'Iolao, son jeune et astucieux neveu, prêt à le seconder dans toutes les épreuves. Ils s'équipèrent de torchers, d'armes et d'une grande dose de courage, conscients que ce combat exigerait force et ingéniosité. Arrivés à Lerne, un marais sinistre s'étendait devant eux. Il semblait vivant. D'épaisses vapeurs toxiques s'élevaient de l'eau, et au centre du marais se trouvait une grotte menaçante. Hercule décida d'attirer l'hydre hors de sa tanière. Il tira des flèches enflammées au fond de son repaire. Un rugissement furieux fit trembler les environs. Le monstre légendaire émergea de la grotte. La légende racontait que nul n'osait s'approcher de son antre, que les oiseaux l'évitaient, et que toute créature s'aventurant à proximité périssait rapidement, empoisonnée. L'hydre était encore plus horrible que dans les récits. Ses têtes se tortillaient en sifflant, crachant un venin toxique, et ses yeux brillaient d'une rage sauvage. Hercule décocha une première flèche, puis saisit sa massue. Avec une rapidité fulgurante, il commença à fracasser les têtes les unes après les autres. Mais à chaque tête coupée, 2 nouvelles repoussaient, encore plus féroces. Hercule comprit qu'il ne pourrait vaincre seul. Iolao, observant le combat, eut une idée. Il pensa que le feu pourrait stopper la régénération des têtes. Saisissant une torche enflammée, il cautérisa le coup de l'hydre à chaque décapitation. Les têtes cessèrent de repousser. Restait la tête immortelle, la plus féroce. De sa gueule s'échappait une fumée verte mortelle. Hercule lutta de toutes ses forces jusqu'à la trancher. Mais même détachée du corps, la tête continuait à se convulser et à cracher son venin. Hercule l'enterra profondément et la recouvrit d'un rocher massif pour la neutraliser définitivement. Après sa victoire, Hercule recueillit le sang de l'hydre, un poison mortel. Il y trempa ses flèches, les rendant incroyablement dangereuses. Ces flèches joueraient un rôle crucial dans ses futurs exploits. Eurysthée refusa de comptabiliser cet exploit parmi les travaux, prétextant l'aide d'Iolao. Mais Hercule savait qu'il avait vaincu non seulement l'hydre, mais aussi la peur du mal apparemment invincible. Cet exploit devint un symbole de purification, la preuve que même le plus terrible des monstres pouvait être vaincu par l'ingéniosité et le courage.
La peau du lion de Némée et le sang de l'hydre complétaient désormais la force et l'habileté prodigieuse du héros. Après ses triomphes sur le lion de Némée et l'hydre de Lerne, Hercule devait affronter une épreuve exigeant plus de patience et d'adresse que de force brute. Eurysthée, cherchant à le mettre en échec, lui ordonna de capturer la biche de Cérynie, animal sacré d'Artémie. La biche de Cérynie, connue comme la biche d'Artémie, n'était pas un animal ordinaire, mais une merveille de la nature. Ses bois d'or étincelaient au soleil, et ses sabots d'airain résonnaient comme des clochettes dans les montagnes et les forêts. La biche était sacrée pour Artémie, déesse de la chasse, symbole de pureté et de protection de la nature. Blesser la biche revenait à encourir la colère divine. Eurysthée, conscient du lien entre la biche et Artémie, voulait placer Hercule dans une situation inextricable, transgresser la loi divine ou échouer à sa mission. C'était une épreuve d'adresse et de moralité. La difficulté résidait non seulement dans la vitesse prodigieuse de la biche, mais aussi dans l'interdiction de la blesser. La moindre égratignure risquait de provoquer la fureur d'Artémie. Hercule devait faire preuve non seulement de force physique, mais aussi d'une endurance exceptionnelle. Hercule, habitué aux confrontations directes, comprit que la force brute serait inutile. Il pistalla la biche, étudiant ses habitudes et ses déplacements. Cette chasse dura une année entière. Hercule suivit les traces de l'animal à travers montagnes, forêts et vallées, parcourant des distances considérables. Chaque jour apportait son lot de difficultés, pentes abruptes, fourrés denses, chaleur accablante. Malgré tout, il persévéra. Progressivement, il décela une certaine régularité dans les déplacements de la biche. Elle appréciait la fraîcheur matinale et fréquentait le fleuve Ladon. Finalement, Hercule rattrapa la biche près du fleuve, un endroit entouré d'une forêt dense, aux eaux calmes et aux rives douces, idéal pour le repos de l'animal. Caché derrière les arbres, il visa la biche avec son arc. Il devait la capturer vivante, sans la blesser. Sa flèche l'effleura, la ralentissant juste assez. S'approchant de l'animal épuisé, il le saisit avec précaution. Il souleva délicatement la biche et la rapporta à Eurysthée. Voyant Hercule avec la biche, le roi, terrifié, se réfugia dans un grand vase de bronze. Cet épisode devint l'un des plus mémorables des mythes d'Hercule, symbole de sa force et de la lâcheté de ceux qui cherchaient à l'humilier. Artémie, informée de la capture de sa biche sacrée, vint trouver Hercule. Le héros expliqua qu'il avait agi sur ordre d'Eurysthée et promit de restituer la biche à son sanctuaire. Il convainquit la déesse de sa bonne foi. Après avoir présenté l'animal à Eurysthée, Hercule le ramena sain et sauf dans le domaine sacré d'Artémie. Cette décision prouva son respect des ordres et des lois divines. Cet exploit symbolisait la patience, l'ingéniosité et le respect de la nature et des dieux. La capture de la biche de Cérynie fut un triomphe pour Hercule et une leçon pour tous. La force ne résout pas tout. Parfois, la patience et le respect sont les clés de la victoire. Hercule venait d'achever l'épreuve de la biche de Cérynie, et un nouveau défi l'attendait. Capture les Angliers di Erymanthe. Cet animal terrorisait les habitants du mont Érymanthe. Sa taille imposante, sa force et son agressivité le rendaient redoutable. Le capturer vivant semblait presque impossible. Eurysthée, jaloux et craintif, espérait la mort d'Hercule lors de cette mission. Hercule savait la tâche ardue. Le sanglier dévastait les champs, attaquait les maisons et tuait quiconque s'approchait de son territoire. Vaincre une telle créature nécessitait force, courage et ingéniosité. Armé de son arc, de sa massue et d'un filet, il partit pour le mont Érymanthe. Il étudia les traces du sanglier pour comprendre ses habitudes. Il apprit qu'en hiver, la neige entravait les déplacements, même pour la bête la plus agile. Ce fait devint un élément clé de son plan. Hercule passa des jours à pister le sanglier, s'approchant progressivement de son repère. Il le trouva finalement semant la destruction dans un village au pied de la montagne. Patiemment, il le rabatoucheur de la montagne, là où la neige était épaisse. Le sanglier, ralenti par la neige, commença à s'épuiser. Hercule en profita pour lui jeter un filet. La bête se débattit, mais Hercule,
Grâce à sa force, la maîtrisa et la ligota. Il chargea le sanglier sur ses épaules et se dirigea vers Mycène. Voyant Hercule avec la bête gigantesque, le roi, terrifié, se cacha dans un immense vase de bronze. Cet épisode devint célèbre, symbole de la force d'Hercule et de la lâcheté de ses détracteurs. Cependant, le chemin d'Hercule ne fut pas sans embûches. En route vers Érymanthe, il s'arrêta chez un centaure hospitalier nommé Pholos. Le centaure invita Hercule à sa table et lui offrit le repos. Pholos proposa du vin appartenant à tous les centaures. L'arôme du vin attira les autres centaures. Furieux, ils considéraient ce vin comme sacré et virent le geste de Pholos et d'Hercule comme une offense. Une bagarre éclata. Les centaures attaquèrent le héros. Hercule, pour se défendre, utilisa son arc et ses flèches empoisonnées du venin de l'hydre. Imagine la scène, un combat féroce, une bataille acharnée. Hercule en sort vainqueur, mais non sans heurts. Un incident tragique impliquant Chiron, le centaure, mentor de nombreux héros, vient assombrir la victoire. Bouleversé, Hercule tente de le secourir, mais le poison est trop virulent. Chiron endure d'atroces souffrances, son immortalité l'empêchant de trouver le repos. Finalement, il renonce à son immortalité pour mettre fin à son calvaire. Cet événement marque profondément Hercule, une véritable révélation. L'histoire des centaures dépasse la simple dualité sauver, détruire. Elle illustre la complexité des choix moraux auxquels il est confronté. Ce n'est pas une simple démonstration de force brute, mais un moment clé où il réalise que même les héros les plus puissants peuvent commettre des erreurs. Le sanglier d'Érymanthe, incarnation de la puissance brute et de la nature sauvage, est maîtrisé par Hercule grâce à sa patience et sa stratégie. Il démontre ainsi que la force physique ne suffit pas toujours. L'intelligence, l'observation et l'adaptation sont parfois cruciales. L'affrontement avec les centaures illustre parfaitement comment une situation peut dégénérer rapidement. Hercule apprend à assumer les conséquences de ses actes et comprend la notion de responsabilité inhérente au pouvoir. L'épreuve du sanglier n'est pas seulement physique, mais aussi morale. Chaque défi le fait évoluer et le rapproche de sa véritable identité. Suite à cette épreuve, une tâche singulière attend Hercule, nettoyer les écuries d'Augia. Apparemment simple, cette mission révèle l'ingéniosité du héros, au-delà de sa force physique. Le roi Eurysthée lui impose ce défi, nettoyer les écuries du roi Augia, laissées à l'abandon depuis 30 ans, remplies d'immondices. Une mission a priori impossible. Pourtant, Hercule relève le défi avec audace et intelligence. Son plan? Dévier le cours de 2 rivières, l'Alphée et le Péné, afin qu'elles traversent les écuries et les nettoient. Une entreprise périlleuse, nécessitant le contrôle de puissants courants. Hercule creuse des canaux, détourne les rivières, et en une journée, les écuries sont impeccables. N'importe qui aurait renoncé, mais Hercule, fort de sa puissance et de son intelligence, réussit l'exploit. Cependant, cette méthode ne fait pas l'unanimité. Certains considèrent cette manipulation de la nature comme une forme de tricherie, loin d'un acte héroïque. La polémique enfle, remettant en question la noblesse de l'acte. Au-delà de l'aspect physique, le nettoyage des écuries revêt une dimension symbolique. Purifier le mal, surmonter les obstacles. Cette épreuve démontre l'importance de l'intelligence autant que de la force. Hercule prouve une fois de plus que l'ingéniosité et le courage permettent de réaliser l'impossible. Une étape cruciale dans son parcours, soulignant la complémentarité de la force et de l'intelligence. L'épisode des oiseaux du lac Stymphale mêle héroïsme, astuce et une touche d'étrangeté. La mission aurait pu être simple, mais ces oiseaux sont de véritables monstres. Créatures d'Arès, le dieu de la guerre, ils représentent un danger mortel. Des oiseaux gigantesques aux plumes de bronze, lancés comme des projectiles, dotés de griffes et d'un bec acéré. Eurysthée, toujours en quête de défis impossibles, lui ordonne de les exterminer. Le lac, entouré de marécages impraticables, et ses eaux traîtresses compliquent la tâche. Hercule sollicite l'aide d'Athéna, la déesse de la sagesse. Elle lui remet 2 cymbales magiques en bronze, forgées par Héphaïsto,
produisant un son assourdissant, capable d'effrayer n'importe quel volatile. Athéna comprend qu'une attaque directe serait suicidaire. Arrivé au marais, Hercule découvre un spectacle effrayant. Des plumes de bronze jonchent le sol, semblables à des lances. L'air vibre du battement d'ailes des oiseaux, tapis dans les buissons, invisibles mais menaçants. Hercule réalise qu'il doit faire preuve d'astuce. Il installe les cymbales et commence à frapper. Le bruit assourdissant effraie les oiseaux qui s'envolent en panique. Hercule saisit son arc et décoche flèche après flèche. Malgré leur nombre, les oiseaux tombent sous ses traits. Certains tentent de l'attaquer, mais ses flèches les abattent. Lorsque la plupart sont éliminés, les survivants prennent la fuite. Agile, Hercule les poursuit à travers les marais jusqu'au dernier. De retour à Tirynthe avec les preuves de sa victoire, Hercule devient le symbole du courage divinement inspiré. Il rappelle également que la nature peut receler des dangers, mais qu'un véritable héros trouvera toujours le moyen de les vaincre. Après ses exploits en Grèce, Hercule doit faire ses preuves ailleurs. Eurysthée, toujours plus exigeant, lui confie une mission périlleuse: capturer le taureau de Crète, une créature semant le chaos sur l'île. À peine revenu de sa tâche dans les écuries, Hercule reçoit l'ordre d'Eurysthée de se rendre en Crète pour capturer un taureau gigantesque terrorisant la population. Il s'agit du taureau offert par Poséidon au roi Minos. Mais l'histoire de ce taureau dépasse la simple fureur animale. Elle est liée aux dieux et aux faiblesses humaines. Minos avait imploré Poséidon de lui envoyer un signe prouvant sa légitimité royale. Poséidon lui envoya un magnifique taureau blanc destiné au sacrifice. Mais Minos conserva le taureau et en sacrifia un autre. Furieux, Poséidon maudit le taureau qui devint sauvage et incontrôlable, ravageant tout sur son passage. Il est également le père du Minotaure. Les Crétois, persuadés que le taureau était maudit, attendaient l'intervention divine. Hercule traversa la mer Égée pour rejoindre la Crète. Les habitants l'accueillirent, le suppliant de les délivrer du fléau. Le taureau dévastait tout. Hercule comprit qu'il fallait mettre fin au carnage. L'animal, énorme, aux yeux injectés de sang, était difficile à localiser. Il se cachait dans les montagnes, ne descendant que pour semer la destruction. Hercule, chasseur expérimenté, le traqua pendant des jours. Lorsqu'il le trouva enfin, il comprit qu'une attaque directe était risquée. Il avait anticipé, muni de cordes solides et d'un plan. Le taureau chargea, Hercule l'esquiva et le fit courir jusqu'à épuisement. Il se jeta alors sur lui et le ligota. De retour à Tirynthe, Eurysthée, terrifié par la bête, ordonna qu'on l'éloigne. Hercule le relâcha. Le taureau erra jusqu'en Attique où Thésée le captura et le sacrifia aux dieux, mettant fin à la destruction. Cet exploit ne témoigne pas seulement de la force d'Hercule, mais aussi de sa capacité à maîtriser le chaos. L'histoire du taureau rappelle que même les plus beaux présents impliquent des responsabilités et que le non-respect des promesses peut avoir de graves conséquences. Après l'épreuve du taureau, une nouvelle mission attend Hercule: se rendre en Thrace pour capturer les juments de Diomède, des chevaux anthropophages impossibles à dompter par un simple mortel. Ces créatures se nourrissaient de chair humaine, terrorisant la région. Comme toujours, force, courage, ruse et détermination étaient de mise. L'histoire de ces chevaux est liée à leur maître, Diomède, le roi de Thrace, réputé pour sa cruauté. Il livrait ses ennemis et prisonniers à ses juments. Ces bêtes sauvages, retenues dans des étables fortifiées et surveillées par une armée entière, inspiraient la peur à tous. Des chevaux dévorant tout sur leur chemin, avec des dents tranchantes comme des lames, capables de briser des chaînes en métal. Hercule, investi de cette mission impossible, part avec sa fidèle équipe. Il est conscient que la capture des juments de Diomède ne sera pas une partie de plaisir. C'est pourquoi il se documente en profondeur sur la forteresse et ses gardes. Une fois en Thrace, il constate l'imposante fortification des écuries. La forteresse de Diomède est truffée de soldats prêts à défendre leur tyran et ses chevaux monstrueux. Profitant de l'obscurité, Hercule et ses compagnons s'introduisent dans la forteresse. Pendant que ces hommes créent une diversion,
il se retrouve face à Diomède en personne. Un combat acharné s'engage alors. Le roi tente toutes les fourberies pour se débarrasser d'Hercule, mais notre héros, grâce à sa force et son habileté au combat, le met à terre. Une légende raconte même qu'il aurait donné le corps de Diomède en pâture aux juments pour les apaiser et les attacher. Hercule les ramène ensuite à Eurysthée. Le roi, pris de panique, lui ordonne de les libérer sur le champ. On dit qu'elles ont fini dévorées par des animaux sauvages. En résumé, Hercule a une fois de plus prouvé qu'un vrai héros n'est pas seulement un homme fort, c'est aussi quelqu'un qui rétablit l'ordre dans le chaos, même face aux créatures les plus effrayantes. Victoire pour la justice et l'ordre. Après cette épreuve, Eurysthée lui confie une nouvelle mission, dérober la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. Cet objet n'est pas qu'un simple bijou, c'est le symbole du pouvoir. Arès en personne l'a offerte à Hippolyte. Eurysthée souhaite l'offrir à sa fille. Et devinez qui il envoie pour la récupérer ? Hercule, évidemment. Les Amazones vivent à l'autre bout du monde, en quelque sorte sur les rives de la mer Noire. Pour y parvenir, Hercule et ses amis traversent des montagnes, des rivières tumultueuses, et rencontrent des tribus peu accueillantes. Mais Hercule, toujours motivé, avance. Une fois arrivé à Thémicyre, la capitale des Amazones, le calme règne. La ville est entourée de grands murs en bois. Au-delà, on aperçoit des tentes et des tours. Les Amazones les observent de loin, avec méfiance. Ces guerrières sont prêtes à tout. Hippolyte, grande belle, avec un regard sévère et un lance à la main, sort de portes de la ville. Sa ceinture dorée brille sous le soleil. Elle s'approche d'Hercule pour connaître ses intentions. Hippolyte, après avoir écouté Hercule, surprend tout le monde. Elle est prête à lui donner la ceinture pour éviter un bain de sang. Tout semble idéal, mais les dieux de l'Olympe n'allaient pas laisser les choses se dérouler aussi facilement. Héra, toujours jalouse, se déguise en Amazone et répand des rumeurs dans le camp des femmes. Ces hommes veulent enlever notre reine. Ils vont détruire notre ville. La panique se propage. Les Amazones prennent leurs armes. Hippolyte tente de les calmer, mais il est trop tard. Héra, satisfaite de son coup, observe le chaos se répandre. Les Amazones encerclent le camp d'Hercule. Des cavalières sortent des portes de la ville, arcs tendus et lances prêtes. Hercule et ses compagnons, voyant qu'ils ne peuvent éviter le combat, se préparent. Les Amazones attaquent les premières, leurs flèches pleuvent sur le camp. Hercule riposte avec son arc. Ses compagnons se battent comme des lions, mais les Amazones sont nombreuses et organisées. Constatant qu'ils sont en infériorité numérique, Hercule utilise sa force légendaire. Il balance sa massue dans toutes les directions. Lorsque les Amazones l'encerclent, il soulève un rocher énorme et le jette, les dispersant. Les compagnons d'Hercule, impressionnés par son courage, continuent à se battre. Hippolyte, voyant son peuple souffrir, tente une fois de plus de les arrêter, mais essaie voix est noyé dans le tumulte du combat. Au milieu du carnage, Hercule se retrouve face à Hippolyte. La reine comprend que la guerre est une erreur provoquée par les dieux. Elle arrête le combat et dit à Hercule : « Tu as prouvé ta force et ta valeur. Je ne veux pas que mon peuple souffre davantage. Prends la ceinture et pars en paix. » Hercule, touché par sa sagesse, prend la ceinture et ordonne à ses hommes de se retirer. Les Amazones, réalisant la manipulation, mettent fin au combat. Cet exploit n'est pas seulement une démonstration de force, c'est aussi une leçon de respect envers l'adversaire. La ceinture d'Hippolyte devient le symbole d'une victoire sur l'ennemi et sur les intrigues des dieux. Après ce combat sanglant et cette victoire diplomatique, Eurysthée, toujours aussi fou, envoie Hercule là où aucun mortel n'a jamais osé s'aventurer, au bout du monde, pour voler le troupeau de Gérion, un monstre à 3 corps. Mission quasi impossible, même pour un demi-dieu. Le voyage vers l'ouest est une épreuve. Hercule traverse des déserts brûlants, où le soleil vous brûle la peau le jour et où vous gelez la nuit. On dit même qu'il a tiré une flèche sur le soleil tant il avait chaud. Hélios, impressionné, lui a offert une coupe en or qui lui a servi de bateau pour traverser l'océan.
Arrivé sur l'île d'Érithie, où paissent les vaches, de nouvelles épreuves l'attendent. Tout d'abord, Ortho, le chien à 2 têtes qui garde le troupeau. Hercule le terrasse d'un coup de massue. Ensuite, Eurytion, le berger, un géant brutal et agile. Hercule le met également hors de combat. Gérion, le monstre à 3 corps, arrive enfin. Une créature terrifiante, 3 têtes, 6 bras, 6 jambes. Hercule sait qu'il a peu de chance au corps à corps. Il utilise son arc et ses flèches empoisonnées avec le venin de l'hydre de Lerne. Gérion, arrogant et sûr de lui, se présente sur le champ de bataille et reçoit une pluie de flèches. Mort. Gérion est une métaphore de la force, du pouvoir et de la cupidité. Le tuer, c'est rétablir l'ordre. Hercule rassemble le troupeau et entame le long voyage du retour. Le plus dur semble passer, mais Héra, toujours aussi furieuse, envoie des tangs géants attaquer les vaches. Hercule doit les poursuivre à travers forêts, marais et montagnes pendant des jours. Il ramène chaque vache une par une, avec une patience infinie. De retour à Tirynthe, Eurysthée, jaloux comme à son habitude, ne peut nier l'exploit. Les vaches de Gérion prouvent qu'Hercule est capable de surmonter les épreuves physiques, les pièges des rats, les dangers de la nature et la cupidité humaine. La suite, ce sont les pommes d'or du jardin des Hespérides. Des fruits offerts à Héra par Gaïa lors de son mariage avec Zeus, symbole d'immortalité. Le défi n'est pas seulement d'y arriver, mais de trouver ce jardin. C'est un lieu hors du monde, à l'extrémité ouest, où le réel et le mythique se rencontrent. Un coucher de soleil éternel, un ciel doré, des arbres couverts de fruits brillants comme le soleil. Les Hespérides, filles de la nuit, s'occupent du jardin, mais elles ne sont pas seules. Ladon, un dragon aux 100 têtes, garde les arbres jour et nuit. Hercule ignore où se trouve ce jardin. Il voyage pendant des mois, traverse des déserts, des forêts, des montagnes, rencontre des créatures mythiques. Tout le monde connaît la légende des pommes d'or, mais personne ne sait où elles se trouvent. Au cœur d'une vallée reculée, Hercule se trouva face à Achélo, une divinité fluviale qui lui bloquait fermement le passage. Achélo, d'une ruse incroyable, possédait le don de métamorphose, mais après une lutte acharnée, Hercule parvint à le soumettre. Cet affrontement lui rappela que son chemin vers l'objectif final serait jonché d'obstacles. Poursuivant sa route vers les confins du monde, il rencontra une troupe de géants qui défendaient un passage montagneux. Ces derniers tentèrent de lui couper la route, mais Hercule les écrasa à l'aide de sa massue. Comme si cela ne suffisait pas, les éléments se déchaînèrent. Il dut braver des tempêtes d'une violence extraordinaire, qui déchiraient son manteau et arrachaient les arbres alentour. Au cours de son odyssée, Hercule rencontra de nombreuses créatures fabuleuses et recueillit des indications sur la localisation du jardin. Une rencontre capitale fut celle avec Prométhée, enchaîné à un rocher pour avoir offert le feu aux humains. Jour après jour, l'aigle de Zeus venait dévorer son foie, qui se régénérait durant la nuit. Hercule, plein de compassion, tua l'aigle d'une flèche et délivra Prométhée. En signe de gratitude, Prométhée lui dévoila le secret pour atteindre le jardin. Il devait solliciter l'aide d'Atlas, le titan qui portait la voûte céleste. Atlas, familier de ces lieux, connaissait forcément l'emplacement du jardin. Parvenu aux extrémités du monde, là où le ciel et la terre se rejoignent, Hercule aperçut Atlas. Ce titan, condamné par Zeus, supportait le poids du ciel sur ses épaules. L'infortuné était épuisé. Hercule lui exposa sa quête et lui proposa un marché. Il porterait le ciel à sa place le temps qu'Atlas aille récupérer les pommes. Atlas, ravi de cette perspective de répit, accepta sans hésiter. Hercule se plaça sous la voûte céleste et Atlas s'en alla. Il revint avec les 3 pommes d'or. Mais, ayant retrouvé sa liberté, il la trouva si agréable qu'il suggéra à Hercule de livrer lui-même les pommes à Eurysthée et de conserver la charge du ciel. Hercule, ayant deviné la ruse, feignit d'acquiescer, mais demanda à Atlas de reprendre le ciel un instant, afin qu'il puisse placer son manteau en dessous pour plus de confort. Atlas, naïf, reprit le fardeau et Hercule s'éclipsa avec les pommes, abandonnant le titan à son châtiment éternel.
Lorsqu'Hercule rapporta les pommes à Eurysthée, celui-ci, impressionné par leur beauté et leur puissance magique, prit peur et ordonna qu'on les restitue au jardin. Les dieux se chargèrent de les replacer. Les travaux d'Hercule approchaient de leur terme, mais Eurysthée lui imposa une ultime tâche, quasi insurmontable: capturer Cerbère, le chien à 3 têtes gardien des enfers. Ce n'était pas seulement périlleux, c'était symbolique. Il devait franchir la frontière entre le monde des vivants et celui des morts, et en revenir sain et sauf. La descente d'Hercule aux enfers fut un voyage tant physique que spirituel, la preuve qu'il pouvait surpasser ses limites. Il lui fallait de la force, du courage, du sang-froid et du respect pour les lois des défunts. L'entrée des enfers, selon les récits mythologiques, se situait en divers endroits: des cavernes, le cap Ténare, le fleuve Achéron. Hercule, purifié par un rite, ressentait malgré tout l'angoisse en s'approchant des portes, plongé dans les ténèbres et le silence. Charon et Cerbère, les premiers gardiens, l'attendaient. Charon, le vieux batelier, était effrayant, mais Hercule, grâce à sa renommée, le persuada de le faire traverser le Styx. Le fleuve, plus qu'une simple limite, représentait le passage de la vie à la trépas. Dans la barque, Hercule découvrit un monde étrange: des silhouettes d'arbres, un air pesant, une terre stérile et des âmes errantes, muettes. Un monde sans temps ni lumière, immobile. Des âmes de héros, de scélérats, de personnes ordinaires, et même de divinités châtiées. C'était le royaume des morts, mais également le lieu du jugement: les justes à l'Élysée, les méchants au Tartare. Hercule poursuivit sa route jusqu'au trône d'Hadès. Hades, austere et majestu, regnate sur un royaume aux les règles et immuables. Il écouta Hercule et, à sa grande surprise, consentit à sa demande, à une condition: Cerbère ne devait pas être blessé. Ce chien n'était pas un simple canidé à 3 têtes. Il était terrifiant, avec ses têtes qui observaient tout, sa queue de serpent, son souffle venimeux. C'était l'incarnation des enfers, le gardien inflexible. Hercule le trouva près de la sortie. Cerbère gronda, prêt à l'assaut. Hercule esquiva son attaque et le saisit par le cou. Quelle puissance! Cerbère se débattit, mais Hercule le maintenait fermement. Finalement, le chien céda. Lorsqu'Hercule ramena Cerbère à Eurysthée, celui-ci, pris de panique, lui ordonna de le renvoyer aux enfers. Hercule tin parole. Sa descente aux enfers et son retour symbolisent son triomphe sur la crainte, la mort et l'inconnu. Ce fut l'apogée de ses travaux. Cet exploit confirma son statut de héros suprême. Après cela, Hercule se retrouva dans une situation fort embarrassante: esclave d'Omphale, la reine de Lydie. Ce fut une leçon d'humilité. Comment en était-il arrivé là? Un jour, chez le roi Euryto, il avait tué Iphyto, le fils du roi, dans un accès de démence provoqué par Héra. C'était une transgression grave des lois de l'hospitalité. Hercule se rendit à Delphes consulter l'oracle. Il devait servir 3 années comme esclave pour expier sa faute. Omphale lachita. Elle était belle et avisée, une souveraine équitable et résolue. Elle était fascinée par Hercule. Elle en fit son compagnon, voire son amant, selon certaines légendes. Mais elle exerçait sur lui son autorité. Hercule, habitué au combat, devait filer la laine, tisser, et même porter des habits féminins. C'était humiliant, mais aussi une transformation. Il apprit la patience et l'humilité. Même esclave, il continuait d'accomplir des prouesses. Il délivra la Lydie de Satyre et tua un serpent gigantesque. Hercule resté Hercule. Omphale, symbole de la puissance féminine, joua un rôle crucial dans son évolution. Après 3 années, Hercule fut libéré. Il reprit sa peau de lion, sa massue et sa grandeur. Mais il avait évolué. Il était plus sage. Il avait compris que même les plus grands héros pouvaient faire l'expérience de l'humilité. Cet épisode nous enseigne que chaque épreuve, même étrange ou humiliante, peut contribuer à notre développement personnel. Après son esclavage, Hercule avait acquis l'humilité et une nouvelle perception de sa place dans le monde. Il reprit sa quête d'une existence humaine ordinaire.
L'un des épisodes les plus poignants et tragiques de sa vie fut son union avec Déjanire et les événements qui s'ensuivirent, marquant le point culminant de son parcours terrestre. Déjanire, princesse, fille du roi aîné, était célèbre pour sa beauté et son intelligence. Pourtant, comme souvent dans les récits mythologiques, le bonheur ne pouvait s'obtenir sans lutte. Hercule dut affronter un rival pour la main de Déjanire, le dieu fleuve Achélo. Adversaire redoutable, Achélo possédait le pouvoir de se métamorphoser, se changeant en serpent ou en taureau. Un combat acharné opposa Hercule à cette créature. Ce fut une confrontation entre la force brute et la ruse. Achélo utilisa ses transformations pour tenter de tromper le héros, mais Hercule triompha en lui arrachant une corne, symbole de sa victoire. Après ce succès, Hercule épousa Déjanire. Leur union sembla d'abord heureuse. Ils quittèrent le palais paternel pour fonder un nouveau foyer et commencer une nouvelle vie. Cependant, l'existence d'Hercule, même dans sa quête de sérénité, ne fut jamais simple. Le destin lui réservait d'autres épreuves. En chemin, Hercule et Déjanire arrivèrent aux rives de l'Événo. Ils y rencontrèrent le centaure Nesso, qui leur proposa son aide. Il offrit de transporter Déjanire sur son dos à travers les flots tumultueux, tandis qu'Hercule traverserait à la nage. Mais le centaure était fourdi. Il tenta d'enlever Déjanire, croyant pouvoir abuser de sa situation. Averti, Hercule, sans hésitation, banda son arc et abattit Nesso d'une flèche. Agonisant, Nesso médita une vengeance perfide. Il persuada Déjanire que son sang était un puissant filtre d'amour, capable de garantir la fidélité éternelle d'Hercule. Il lui recommanda de recueillir son sang et de le conserver précieusement pour préserver l'amour de son époux. Il l'assura qu'elle pourrait l'utiliser le jour où elle sentirait l'affection de son mari faiblir. Peu après, la vie conjugale d'Hercule et Déjanire se dégrada. Hercule, réputé pour ses passions, succomba au charme d'Iole, fille du roi Euryto. Cette liaison fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Déjanire. Se rappelant les paroles de Nesso, elle décida d'utiliser le filtre d'amour. Elle imbiba un vêtement d'Hercule du sang du centaure et le fit envoyer à son mari par un messager. Ignorant que le sang était mêlé au venin de l'hydre. Lorsqu'Hercule revêtit le vêtement, le poison se répandit dans son corps, le brûlant d'une douleur atroce. Sa peau était en feu, ses muscles se crispaient sous l'effet du venin, et aucune magie ne pouvait apaiser ses souffrances. Hercule comprit rapidement qu'il était condamné. Acceptant son sort, il choisit d'affronter la mort avec dignité. Il gravit le mont Oeta et fit préparer un bûcher funéraire. Hercule demanda à ses amis d'y mettre le feu, mais nul n'osa. Finalement, un berger nommé Philoctète accepta d'allumer le bûcher. En récompense, Hercule lui légua son arc et ses flèches. Alors que les flammes enveloppaient son corps, un miracle se produisit. Au lieu de périr, Hercule s'éleva vers l'Olympe où Zeus lui accorda l'immortalité. Il devint un dieu et rejoignit le panthéon des Olympiens. Sur l'Olympe, une rencontre déterminante attendait Hercule. Héra, dont la colère le poursuivait depuis sa naissance, était présente à son arrivée. Ce fut une rencontre singulière. Héra, qui lui avait infligé tant de souffrances, le considérait désormais avec respect. Sa haine n'était pas dirigée contre Hercule lui-même, mais contre le fruit de l'union de Zeus et d'une mortelle, Alcmène. L'immortalité d'Hercule l'avait placé à son égal. Cet instant symbolisait la possibilité de dépasser les sentiments les plus violents, comme la haine et la jalousie. Héra reconnut Hercule non seulement comme un héros, mais aussi comme un membre de la famille olympique. Leur réconciliation illustrait la résolution possible des conflits lorsque chacun reconnaît la force et la dignité de l'autre. Pour sceller le nouveau statut d'Hercule, Zeus lui offrit Hébé, déesse de la jeunesse et de la beauté éternelle, pour épouse. Fille de Zeus et d'Héra, Hébé incarnait par son union avec Hercule la réconciliation définitive. Elle représentait tout ce qui avait manqué à Hercule durant sa vie terrestre, la paix, l'harmonie et le bonheur. Elle devint non seulement son épouse, mais aussi la clé de sa délivrance, lui permettant d'oublier ses tourments et d'atteindre la félicité tant espérée. Selon la légende,
Hébé servait le nectar et l'ambroisie aux dieux, symbole d'immortalité. Désormais, elle partageait ce privilège avec Hercule, le plaçant hors d'atteinte du passé. Sur l'Olympe, Hercule trouva la place qui lui revenait parmi les dieux. Son nouveau statut signifiait la fin de sa lutte pour la survie. Il devint le protecteur des mortels, le symbole de la force et du courage. Son nom devint synonyme de victoire sur l'adversité et fut vénéré dans toute la Grèce. Divinisé, Hercule devint une source d'espoir pour ceux qui affrontaient les épreuves de la vie. Son histoire inspirait l'héroïsme et ses temples devinrent des lieux de recueillement et de prière. L'accession d'Hercule à l'Olympe n'est pas seulement un mythe sur la récompense des exploits. C'est le récit d'un homme qui, après avoir connu la douleur, la souffrance et les épreuves, accède à la gloire. Hercule incarne la capacité de la force, de l'humilité et de la persévérance à surmonter tous les obstacles. Ce dénouement nous rappelle que les pires souffrances peuvent mener au triomphe et que les grands hommes laissent un héritage éternel. L'histoire d'Hercule nous apprend que la grandeur ne se mesure pas seulement aux victoires, mais aussi à la façon dont on relève les défis. Hercule n'a pas simplement rejoint l'Olympe, il est devenu partie intégrante d'une grande saga où dieux et hommes, souffrance et triomphe s'entremêlent pour former un récit unique sur la force humaine et la grandeur divine. Amis, notre extraordinaire récit s'achève. Nous avons suivi Hercule à travers ses épreuves, ses douleurs, ses victoires et ses défaites. Nous avons vu comment un homme, ne de l'union d'un dieu et d'un mortel, À surmonter tous les obstacles dressés par le destin pour finalement gagner sa place parmi les dieux. Hercule est plus qu'un héros mythique. Il est le symbole de la résistance humaine, de la force de l'esprit et de la capacité à affronter l'adversité. Son existence illustre comment les difficultés peuvent devenir de marches vers la gloire et les erreurs, de leçons que forgent le caractère. Les exploits d'Hercule nous rappellent que chacun de nous peut être le héros de sa propre vie. Nous rencontrons tout de difficultés, mais c'est dans ces moments que notre force, notre courage et notre détermination sont mises à l'épreuve. Comme Hercule, nous apprenons en chemin, nous devenons plus forts, plus sages et nous nous rapprochons de nos aspirations. Son histoire a nourri légendes, œuvres d'art et réflexions philosophiques. Aujourd'hui encore, des millénaires plus tard, elle résonne en nous. Chacun peut s'identifier à sa lutte, la poursuite d'un but, le dépassement de soi ou la quête de sa place dans le monde. Nous avons assisté à l'élévation d'Hercule du statut de mortel à celui de Dieu immortel. Son ascension à l'Olympe n'est pas seulement l'aboutissement de son parcours, mais aussi un rappel que la grandeur est accessible à ceux qui croient en nous et qui persévèrent malgré les obstacles. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. J'espère que ce récit vous a inspiré et vous a permis non seulement d'approfondir vos connaissances sur la mythologie grecque, mais aussi de réfléchir à votre propre force et à vos propres potentialités. Que l'esprit d'Hercule vous incite à accomplir des exploits, que sa résistance vous soutienne dans l'adversité et que son triomphe vous rappelle que de grandes victoires attendent ceux qui luttent pour leurs rêves. Sur ce, notre exposé est terminé. Merci de votre attention et à bientôt.